Bonjour à tous. Donc le cours vidéo d'aujourd'hui a pour objectif de revenir sur les activités que vous avez réalisées à partir des documents, donc ce que je vous avais donné au cours la dernière fois. Donc vous avez pour support le document PDF avec le corrigé du cours, le corrigé des questions sur les documents, et cette vidéo qui vient en plus rapporter des éléments de synthèse qui seront à consigner sur votre cours. On se situe au point 2.1 du cours, le financement des ménages. Alors si je reprends le programme, la ligne qui correspond, elle est assez légère hein, parce qu'il est écrit que vous devez savoir que le revenu disponible des ménages se répartit entre consommation et épargne et qu'ils peuvent dégager des besoins ou des capacités de financement. Donc il n'y a franchement pas grand-chose en termes d'éléments d'apprentissage, mais néanmoins, on va voir qu'est-ce qui est important de retenir ici. Donc, vous avez pu, au terme des documents, normalement avoir cette synthèse à remplir qui, théoriquement, ne devait pas poser de problème. Donc là, je vous diffuse la correction. Donc, l'action économique des ménages est avant tout la consommation. Donc, pour réaliser cette action, ils utilisent une fraction de leur revenu disponible, revenu primaire moins prélèvement obligatoire plus revenu de transfert, ça, ce qui a été vu en cours. En France, en moyenne, depuis 2008, les ménages consomment environ 85% de leur revenu disponible brut. Donc là, on a une donnée macroéconomique qui est importante à retenir. Ce qu'il reste du revenu disponible brut est appelé l'épargne. Lorsque c'est cette dernière qui va servir au ménage à réaliser un investissement ou une dépense lourde de consommation, on parlera d'autofinancement par l'épargne. Donc les ménages s'autofinancent en puisant dans les revenus, en puisant dans l'épargne qu'ils ont générée sur leur compte bancaire. Si l'épargne ne sert pas à réaliser une dépense pour le ménage qui l'a constituée, ben, elle ne va pas rester sur un compte bien au chaud, elle va servir à d'autres agents économiques, sans forcément que ceux qui disposent de cette épargne s'en aperçoivent d'ailleurs. En effet, les banques servent d'intermédiaires entre les ménages à capacité de financement et les agents à besoin de financement. Les ménages placent leur argent à la banque et sont rémunérés par des intérêts, ce qu'on a pu voir en cours également. La banque se sert de ces fonds pour accorder des crédits bancaires à des agents à besoin de financement. Si le ménage n'a pas suffisamment de fonds pour réaliser sa dépense, il peut avoir recours au crédit bancaire auprès d'une banque. Donc l'argent emprunté devra évidemment être remboursé, augmenter des intérêts qui sont donc la rémunération du prêteur, ici la banque. Le recours au crédit bancaire est réglementé par la loi, les ménages sont limités dans leur capacité à s'endetter. La part de la somme nécessaire au remboursement de l'ensemble des crédits bancaires pour un ménage est limitée à 35% du RDB. Donc si vous voulez réaliser un emprunt pour une dépense de consommation d'investissement, la banque va observer quelle est la part de votre revenu qui sert à rembourser les crédits. Et tant que cette part est inférieure à 35% de votre revenu disponible brut, ben, vous pouvez toujours contracter de nouveaux produits. Malgré la réglementation, de nombreux ménages sont en situation de surendettement, notamment chez les ménages les plus pauvres. Donc un taux d'endettement moyen des ménages trop important peut être dangereux pour l'économie. Cet élément peut être une explication de la crise des subprimes de 2008. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir de façon incontournable? Eh bien déjà, en termes de notions, vous devez évidemment être capable de définir qu'est-ce que c'est que le revenu disponible et d'où il vient. Donc ça intègre évidemment une connaissance de qu'est-ce que c'est qu'un revenu primaire. Donc, les revenus primaires, on l'a vu, ce sont ceux qui sont générés par l'activité économique, par la participation à l'activité économique. Donc on a les revenus du capital et les revenus du travail. Et les revenus de transfert qui ont pour objectif de rééquilibrer une mauvaise répartition, une répartition euh, considérée comme injuste des revenus primaires. Donc là, on a tout ce qui est allocation versée par la sécurité sociale et quelques aides, appelées les minima sociaux, versés par l'État. La consommation est l'action majoritaire des ménages, donc vous devez aussi savoir ce qu'est que consommer. Donc c'est pas compliqué, hein, c'est acheter quelque chose avec ses capacités de financement dans le but de l'utiliser pour soi-même. Donc c'est aussi pour ça que c'est appelé la consommation finale. Et l'épargne qui est la part de revenus non consommés.
En termes de documents incontournables, eh bien, celui que vous avez étudié, sur le petit graphique sur l'évolution du taux d'épargne des ménages, vous devez être capable de l'analyser. Donc, ce n'est pas un document qui est bien méchant, c'est un pourcentage de répartition, et vous devez comprendre l'évolution de ce pourcentage de répartition. En termes d'éléments de connaissance incontournables, eh bien, les ménages sont de façon structurelle en capacité de financement. Donc, on l'a vu, hein, ça c'était dans la première partie du cours, quand on voyait agent à capacité et agent à besoin de financement. Eh bien, ce sont les ménages qui, si on les prend tous ensemble, dégagent des capacités de financement. Alors, ça ne veut évidemment pas dire que tout ménage est en capacité de financement. Il y en a qui ne le sont pas, qui n'ont pas suffisamment d'épargne pour pouvoir réaliser des investissements. Mais si on les prend tous ensemble, eh bien, de façon macroéconomique, ils sont en capacité de financement. Ça, faut le savoir. En France, en moyenne, depuis 20 ans, 85% du revenu disponible brut est consommé et le reste est épargné. Donc 85-15 sont les deux données que vous devez avoir en connaissance. Et notamment, eh bien, en termes d'actualité économique, vous avez vu que depuis la crise du Covid, ce taux d'épargne a augmenté. Pourquoi? Parce que justement, les Français ont été freinés dans leur consommation. Donc pour réaliser des investissements, les ménages mobilisent leur épargne quand ils peuvent réaliser ce qu'on appelle un autofinancement, mais ils ont aussi recours au crédit bancaire. Alors attention à ne pas faire une confusion à ce moment-là du cours et à ce moment de la programmation. Parce que les banques, eh bien oui, elles se servent des dépôts de leurs clients, donc de l'argent qui est sur les comptes en banque pour pouvoir prêter, mais elles prêtent beaucoup plus que la somme de cet argent constitué par l'épargne. C'est-à-dire qu'elle a une capacité à créer de l'argent, c'est ce qu'on verra au prochain chapitre sur la monnaie, qui lui permet de prêter beaucoup plus que la somme de tout ce qu'il y a sur les comptes en banque d'une banque. Donc il ne faut pas croire que ce sont les dépôts, donc l'argent sur les banques, qui font les crédits. C'est une confusion que vous pourriez faire à ce moment-là du cours. Gardez en tête, et on y répondra, on précisera ça la fois au chapitre suivant. Gardez en tête que les banques prêtent beaucoup plus que la somme d'argent qu'il y a sur ces comptes en banque. Enfin, ce qu'il y a à retenir, hein, c'est que le taux d'endettement des ménages, c'est une partie de ce qu'on appelle la dette privée. Donc il y a la dette publique, c'est la dette des États, et la dette privée, c'est la dette des agents privés, c'est-à-dire des ménages, mais aussi des entreprises. Donc cet indicateur, la dette privée, c'est un indicateur macroéconomique qui est observé par les économistes, qui est observé par les politiques, car un endettement privé trop élevé peut générer des crises économiques. Donc une crise économique, hein, on rappelle, hein, c'est une contraction, donc une diminution brutale de l'activité économique. Et lorsque vous étudierez la croissance économique en terminale, eh bien, vous verrez que ces crises économiques-là, elles ont des conséquences désastreuses sur la vie des agents économiques. Donc, c'est ce qui cherche à être évité. Et un des indicateurs qui peut laisser penser qu'une crise économique peut arriver, c'est un endettement privé trop élevé des ménages. C'est un peu notamment ce qui s'est passé, c'est un des éléments de ce qui s'est passé en 2008 lors de la crise des subprimes aux États-Unis, où les ménages privés américains avaient un taux d'endettement très élevé, ils avaient contracté énormément de crédits bancaires qui ont été notamment investis dans l'immobilier aux États-Unis. Et à un moment, eh bien, des ménages très pauvres avaient contracté des crédits, n'ont pas pu rembourser ces crédits-là, parce que leur situation économique avait changé, parce que ce qu'ils devaient, les taux d'intérêt qu'ils devaient rembourser ont augmenté, et donc ces ménages-là n'ont pas pu rembourser. Les banques ont dû saisir les biens immobiliers achetés par ces personnes, et quand il y a un seul bien immobilier qui est saisi, c'est pas vraiment un problème, puisque la banque peut le revendre et retrouver son argent. Sauf que si des milliers de biens immobiliers sont saisis en même temps par les banques, lorsque ces biens immobiliers sont revendus pour que la banque puisse récupérer son argent, eh bien, s'il y a trop de biens immobiliers vendus en même temps, les prix baissent, donc les banques n'ont pas récupéré leur argent, ce qui a constitué le début d'une crise économique. Donc c'est pourquoi cet indicateur de l'endettement privé il est observé, hein, parce qu'il faut avoir la garantie que, de façon structurelle, donc de façon générale, les ménages puissent rembourser les sommes qui sont empruntées.
Donc voilà pour les éléments sur le financement des ménages. Donc il n'y a pas beaucoup de choses à apprendre, hein, il n'y a pas beaucoup de choses sur lesquelles je peux vous interroger, des petits éléments. Et maintenant, vous allez pouvoir passer aux activités sur le financement des entreprises, où là, eh ben, il va y avoir des éléments importants, de nouvelles connaissances à apprendre, comme qu'est-ce que c'est qu'une action, qu'est-ce que c'est qu'une obligation. Donc je vous laisse ouvrir le poly avec les documents qui sont indiqués et pouvoir réaliser des activités sur le financement des entreprises. Donc on se voit au prochain cours en visio pour répondre à vos questions. Voilà, bon courage et bon travail.